Salut les petits clous, la révélation des Pyramides 2 est enfin sortie. Ça fait 10 ans que le monde entier attend ça. Et laissez-moi vous dire que Jacques Grimaud a su utiliser tout ce temps pour affiner ses recherches, approfondir ses théories, peaufiner le montage et les animations. C'est un véritable chef-d'œuvre qui nous... Non, j'en fais beaucoup trop, faut que j'arrête. Bon, alors, ça fait quelques mois que j'ai vu le film et que j'ai envie d'en faire une vidéo, mais je ne sais pas trop sous quel angle attaquer tout ça. Je vais vous spoiler tout de suite, c'est nul. C'est vraiment nul. Mais attention, hein, dans le fond comme dans la forme. Et ça, c'est une performance. Et c'est ça qui me gêne le plus, parce que il faut savoir que depuis 10 piges, Jacques Grimaud a fait un nombre d'interviews considérables dans lesquelles il dit que le deuxième opus sera un raz-de-marée, qu'il apportera des réformes mathématiques, que tous les trolls finiront au tapis. Alors moi, naïvement, je me suis dit, tu provoques pas un mec à la boxe anglaise quand tu sais que t'es manchot. Je veux dire, si le mec se la raconte comme ça, c'est qu'il en a sous le capot, quoi. Eh ben, j'ai été déçu. Il faut savoir que je suis arrivé à l'ésotérisme en passant par la révélation des Pyramides 1 que j'ai vu en 2015. Bon, depuis, je me suis un petit peu éloigné de ces sujets parce que... Bon, voilà, quoi, tout de bouquins d'histoire, tu vois que ça tient pas la route, et puis terminé, bonsoir. Mais... j'avais quand même l'espoir que le deuxième opus envoie un petit peu du lourd, quoi. Eh ben, de une, ce n'est pas le cas, et de deux, c'est d'une grande malhonnêteté intellectuelle, et c'est pour ça que j'ai décidé d'en parler. Je vais prendre le déroulé du film et faire quelques commentaires sur le fond, et tout à la fin, si ça vous intéresse, je ferai une petite critique sur la forme. Comme notre ami Jacques Grimaud a le clic un peu lourd sur la censure, je ne vais pas utiliser des extraits du film, mais seulement des images fixes, voilà. En espérant que je me fasse pas striker. Le film s'ouvre sur le premier chapitre, les acquis de LRDP. Il en reprend l'aspect mathématique et bombarde de graphiques 3D avec des traits dans tous les sens, du nombre d'or par-ci, du nombre d'or par-là. C'est la foire à la saucisse. Alors, petit commentaire. L'étalon de mesure qui a servi pour la construction de la pyramide de Khéops est la coudée royale. Elle mesure 0,5235 mètres et il se trouve que ce chiffre est le résultat de pi divisé par 6 et du nombre d'or au carré divisé par 5. Alors volontaire ou pas, ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais force est de constater que c'est logique qu'on les retrouve partout dans le bâtiment parce que l'étalon est lui-même lié à ces nombres. Tous les multiples de 5 font forcément apparaître le nombre d'or. Par exemple, si un couloir mesure 25 coudées de long, ça fait 13,0875 mètres. Ce chiffre, c'est 5 fois le nombre d'or au carré. Pareil avec pi et les multiples de 6. Si une pièce fait 18 coudées de large, ça fait 9,423 mètres, c'est-à-dire 3 fois pi. Bref, vous avez compris l'idée, hein. Si je prends ma pointure de godasse comme étalon pour construire ma maison, que vous la mesurez dans tous les sens et que vous faites plein de calculs, vous allez finir par retrouver ma pointure de godasse. Encore une fois, est-ce que l'aspect mathématique de cet étalon était un choix ou un hasard ? Ce n'est pas le sujet du jour, mais il faut vraiment arrêter de faire des calculs sur la pyramide de Khéops. On peut trouver le nombre d'or, pi et même d'autres constantes à l'infini. Pendant qu'on est sur les calculs, il y a autre chose que je voudrais commenter. Il nous explique que si on additionne la hauteur avec un côté de chaque pyramide, ça nous donne le côté du site dans son ensemble. Bon, alors déjà, c'est complètement arbitraire comme calcul. Pourquoi la hauteur additionnée à un côté et pourquoi pas 2 côtés ou 3 ? Ensuite, je ne vais même pas prendre le temps de vérifier l'exactitude du calcul et partir du principe qu'il est juste parce que ça n'a rien d'extraordinaire en fait. Il faut additionner 3 hauteurs et 3 largeurs et le résultat doit être la largeur du site au complet. Ça ne demande pas de connaissances très avancées ni de technologie particulière. Ça n'a rien de foufou, surtout que les 3 pyramides appartiennent au père, au fils et au petit-fils. Alors peut-être qu'ils ont décidé de faire un plan d'ensemble, voilà, même si ce n'est historiquement pas avéré, c'est pas extraordinaire. Je fais cette précision parce que c'est quelque chose qu'on voit assez souvent. On additionne 2 chiffres, ça donne la longueur d'un bâtiment, et waouh, c'est extraordinaire. Non, ils ont juste fait une addition et reporté le résultat sur un bâtiment, détendez-vous.
Ensuite, l'ami Jacques Grimaud explique que la chambre haute de la pyramide crée de l'énergie. L'extérieur de la pyramide est en calcaire et la chambre haute en granit. Pendant la journée, la chaleur extérieure varie, due à la course du soleil. Au moment le plus chaud, les blocs de calcaire se dilatent légèrement, font pression sur le granit qui lui contient du quartz qui, quand il est soumis à une pression mécanique, crée un faible courant électrique. On appelle ça la piézoélectricité, c'est un truc parfaitement connu et étudié. Certains matériaux se polarisent électriquement lorsqu'on les soumet à une pression. Le quartz est d'ailleurs le plus connu et c'est pour ça qu'on l'utilise dans les montres. Est-ce que ça marche vraiment dans la chambre haute de la pyramide? On ne sait pas vraiment. Est-ce qu'il a pris des mesures pour appuyer ses affirmations? Visiblement non. Et si jamais ça marche, à quoi ça sert vraiment? Je sais pas, voilà. Démerdez-vous avec ça. Bon, j'avance un peu parce qu'après il nous refait le coup de la vitesse de la lumière dans les coordonnées géographiques de la pyramide, la distance Gizeh-île de Pâques, c'est le nombre d'or x 10 000, tout ça. Une fois sur l'île de Pâques, il filme ces deux cailloux et là on va jouer à un petit jeu très simple. Selon vous, à quoi servent-ils? Je vous laisse 10 secondes pour vous faire une idée. Voilà, observez-les bien, regardez un petit peu autour si jamais il y a des indices, voilà. Si vous pensez avoir trouvé la bonne réponse, je vous invite à la mettre en commentaire et je vous donne la réponse dans 3, 2, 1. Voilà. Ah, vous voyez toujours pas? En fait, c'est une chambre d'obstétrique en plein air. Et là, c'est sa femme qui mime un accouchement. Je suis fasciné, ça ne repose sur rien du tout. Il y a 2 cailloux par terre, bim, salle d'accouchement en plein air. J'ai cru que c'était une blague moi au début, mais visiblement non. Parce qu'à ce compte-là, on peut en trouver plein des idées. On peut poser les épaules sur les pierres et faire du hip thrust. On peut même poser les mains dessus et faire des dips assis. En fait, ce sont les vestiges d'un gym multimillénaire. Et voilà. Vous aussi soyez créatifs et dites-moi dans les commentaires ce que pourraient être ces 2 cailloux. Ensuite, il nous balance du nombre d'or à foison sur toute l'île de Pâques. Voilà, je passe parce que c'est un réchauffé du premier film. Et ensuite, il embraye sur l'équateur penché. Ça y est, je commence à me faire chier, moi. Par contre, je vais quand même m'arrêter sur un truc, le chandelier de Paracas. C'est un géoglyphe qui se trouve au Pérou et qui est plutôt énigmatique. On ne sait pas vraiment ce que c'est, ni de quand ça date. Voilà, c'est un objet parfait pour un chercheur chevronné comme notre ami Grimaud. Alors, il mesure 70 mètres de large pour 183 mètres de long et magie, ça nous donne le nombre d'or. 183 divisé par 70, ça donne 2,614. Voilà, c'est une approximation du nombre d'or qui n'est pas d'une grande précision, mais je pense que le problème vient d'ailleurs. J'ai vérifié les mesures de cette figure sur Google Earth, et pour la longueur, j'arrive aux alentours de 175 mètres au lieu de 183, et pour la largeur, je suis à 82 au lieu de 70. Alors soit Google Earth se plante de beaucoup, soit l'ami Jacques a un petit peu joué sur les proportions de l'image pour lui donner des dimensions avantageuses. Je vous laisse vous faire une opinion. Ensuite, on se mange une série de mesures, les petits copains, ça rigole pas du tout. Je ne vais pas toutes les montrer, mais par exemple, la distance du dôme du rocher à la Mecque jusqu'à l'étoile du parvis de Notre-Dame de Paris est égale à la distance de la pyramide de Khéops à l'équateur. Je ne sais pas du tout quoi faire de cette information. Si vous avez une idée, dans les commentaires. Je survole le passage de l'équateur penché parce que c'est du réchauffé, et là il nous dévoile un mystère concernant notre alphabet et le nombre pi. Et honnêtement, j'ai plus les mots, franchement j'ai plus les mots. Je vais vous le refaire et vous allez me dire si ça a du sens pour vous. Prenons les 26 lettres de notre alphabet. En rouge, je mets les lettres qui sont symétriques verticalement, et en noir, je laisse celles qui ne le sont pas. On se retrouve donc avec des petits groupes de lettres rouges, et si on les compte en commençant par J, on a 3 lettres ici, ensuite le N tout seul, ensuite 4, le Z tout seul, et on revient au début avec un groupe de 6 lettres, ce qui nous donne 3,1416. Et ce n'est pas fini, parce que l'exemple d'après, il est... Notre alphabet a 26 lettres, mais si on en prend 18 et qu'on remet un alphabet complet devant, ça donne 26 lettres plus les 18, ça fait donc le nombre d'or au carré. Donc maintenant qu'on a ça, évidemment, pi moins le nombre d'or au carré, ça donne la coudée royale des Égyptiens, le savoir millénaire codé dans notre alphabet, tout ça. On continue.
Un peu de nombre d'or sur la Joconde, de la géométrie sur l'homme de Vitruve. D'ailleurs, on comprend pas bien parce que là, par exemple, l'étoile à 6 branches, elle tombe sur rien du tout en fait. Là, il n'y a rien, là non plus. Là, ça tombe entre les deux mains, de l'autre côté pareil. En haut, bah, c'est plus ou moins le milieu, et en bas, ça tombe sur un point aléatoire entre les deux pieds. C'était vraiment un génie, Léonard. Bon, je vais vous passer les hiéroglyphes en Australie parce que c'est naze et que ça a été débunké un paquet de fois. Les engins volants dans le temple de Séti Ier, pareil. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo complète. Je vous invite à aller la voir. On file tout droit vers la dernière demi-heure du film qui devient surréaliste. On entre dans le monde délicat des ovnis. Il en montre tout un paquet, même des fakes que l'on connaît depuis des années. C'est vraiment le cliché du boomer qui vient de s'inscrire sur Facebook et qui prend tout ce qu'il voit comme étant une vérité. Il montre même cette vidéo qui a fait le buzz à la fin des années 90 ou au début des années 2000, il me semble. En tout cas, elle n'a pas été tournée après, c'est sûr, et qui montre un ovni devant les célèbres tours. D'ailleurs, il en profite pour glisser un avis sur leur disparition car il les appelle les tours autodétruites. Ces vidéos sont des fakes revendiqués et surtout, c'est quoi le rapport en fait? Pyramide de Gizeh, île de Pâques, salle d'accouchement, chandelier de Paracas, Léonard de Vinci, alphabet latin, ovni. Et encore, je vous ai pas parlé de l'Australie et des alignements Saint-Michel, de la disposition de certaines villes françaises. Ah, il m'a fatigué. Allez, on va se faire une petite conclusion. Bon, on va pas se mentir, c'est nul. Mais c'est vraiment nul. Sur l'intégralité du film, il y a une partie où il reprend des éléments du premier opus. Il y a tout un tas de choses qui sont connues depuis longtemps et surtout déjà débunkées. Il reprend le travail de pas mal de personnes, notamment Howard Crowhurst ou Frédéric de la chaîne L'Apprentissage sur YouTube. Et après ça, il reste plus beaucoup de temps en fait. Alors j'ai pas calculé, mais à la louche, il doit y avoir une trentaine de minutes de contenu original. Et c'est là-dedans qu'on trouve le truc avec l'alphabet, le long passage sur les ovnis, les dessins qui correspondent à rien là sur les œuvres de Léonard de Vinci. En fait, ça n'a aucun sens, quoi, mais vraiment aucun sens. Si, le seul truc qu'on devine finalement, c'est que ce sont les extraterrestres qui sont venus ou qui sont encore là, on sait pas. Et soit c'est eux qui ont construit tous ces monuments, soit ils ont transmis la connaissance aux hommes. Voilà, la connaissance de foutre de cailloux dans le sol pour se tenir pendant un accouchement. Heureusement qu'ils sont venus les mecs. Que ça n'ait aucun sens, ça je le tolère, mais le problème c'est que ça fait des années qu'il annonce son film comme une révolution et qu'il a fait de nombreuses campagnes de financement participatif. Alors qu'il raconte des conneries, c'est même pas vraiment un souci en fait. Et si des gens veulent payer pour ça, il n'y a aucun problème. Mais ce qui est malhonnête, c'est que 80% de son film, c'est soit du réchauffé, soit le travail des autres. Et ça, c'est malhonnête. Il balance juste des trucs qu'il a trouvés sur Facebook, la géométrie de la Joconde, pi dans l'alphabet, la salle d'accouchement, les ovnis, la pyramide de Khéops, la vitesse de la lumière. C'est un joyeux bordel qui n'a strictement aucun sens. Et l'auteur a été visiblement trop feignant pour en inventer un. En plus du fond, je vais parler brièvement de la forme parce que bosser aussi longtemps sur un film avec autant de contributeurs et sortir une bouse comme ça, je suis obligé de le mentionner. Désolé si je suis un peu vulgaire, mais regardez les citations au début du film. Typo jaune sur fond noir. Ça se fait plus du tout des trucs comme ça. À un moment donné, pour nous montrer la surface de l'île de Pâques, il va sur Wikipédia et il filme son écran d'ordinateur avec un téléphone. Bon, mais soyons sérieux. Allez, je vous montre un tout petit détail qui fera plaisir à ceux qui gèrent After Effects. On voit le bord de la composition là. C'est une erreur qu'on fait en première année d'études, ça. Les photos carrées sur fond noir, il pourrait faire un effort aussi. Au milieu du film, je pense que le monteur devait être en congé. Il a eu tellement la flemme de faire une animation qu'il a fait un croquis, il l'a scanné et il l'a foutu au montage par-dessus le reste. Et quand je dis scanner, je suis sûr qu'il l'a pris en photo avec son téléphone, le mec. Non mais sérieux, on pourrait au moins flouter le fond et l'assombrir pour faire un peu ressortir le croquis dégueulasse qu'il y a devant. Les animations de l'alphabet, c'est pareil, c'est moche comme tout. Rien que pour cette vidéo, j'ai déjà fait beaucoup mieux. D'ailleurs, à partir de ce moment-là, il est en roue libre. C'est un enchaînement de photos trouvées sur Google, avec notamment ça, ou encore ce genre de photos un peu beauf. Et quand il présente les livres, c'est toujours avec cette typo jaune sur fond noir là. On voit la photo de son bureau aussi à un moment donné, vous noterez l'énorme crayon qu'il a. Bref, globalement, c'est moche,
Mais c'est surtout très amateur, il suffit de regarder le générique pour comprendre. Il a assuré une partie des prises de vue avec sa femme alors que c'est pas du tout leur métier, et ils ont tourné en partie avec un téléphone Samsung S10 Plus. Encore une fois, ce n'est pas l'amateurisme qui est dérangeant, c'est le discours et les actions qui sont en face. Oui, parce que ça fait, je sais pas, 5, 6, 7 ou 8 ans que le mec explique qu'il va révolutionner l'histoire de l'humanité avec son deuxième film, et finalement il envoie du réchauffé et du boulot qu'il a piqué aux autres sans aucune cohérence entre les éléments. Ça se voit à des kilomètres qu'il a bricolé un petit film à l'arrache en dernière minute. En plus de ça, je critique un peu la forme et je sais que certains vont dire ouais, mais on s'en fout, c'est pas ça qui compte, tout le monde n'est pas un pro de l'image. Non mais d'accord, mais entre toutes les campagnes de financement qu'il a fait, il a dû toucher un peu plus de 120 000 € il me semble, et en plus, on doit payer 5 € pour le louer 24 heures. Normalement, le principe c'est qu'on fait financer un film en amont et ensuite on le met à disposition gratuitement, ou alors on le finance soi-même et ensuite on le vend. Mais pas les deux. On peut pas faire financer un film et ensuite le vendre, et je dis le vendre, c'est même le louer 24 heures. Bref, vous aurez compris, il n'y a pas grand chose à retenir de ce film, ni sur le fond, ni sur la forme. Si vous l'avez vu, je vous laisse me dire ce que vous en pensez en commentaire, je suis ouvert à la discussion, mais si vous voulez me faire changer d'avis, il vous faudra de bons arguments. Ciao.